Mavengengam, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis Addis Abeba pour mon heure d'Afrique. Le thème de cette émission, c'est d'identifier les défis du dividende démographique en Afrique et de proposer des solutions pour tirer pleinement parti de l'opportunité de développement économique qu'il représente. Alors, vous avez longtemps dirigé le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, et vous conseillez sa directrice exécutive, le docteur Natalia Kanem. Vous êtes maintenant directeur du bureau de l'UNFPA auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Alors, tout de suite pour commencer, vous qui êtes économiste de formation, donnez-nous une définition qui soit la plus simple possible du dividende démographique. Le dividende démographique est extrêmement simple. Il s'agit simplement d'un gain de croissance économique. Donc, un pays peut bénéficier, donc, lorsque la structure de sa population est favorable. En d'autres termes, c'est lorsque vous avez le nombre de personnes en âge de travailler qui est beaucoup plus important que le nombre de personnes en charge, c'est-à-dire les personnes de moins de 15 ans et les personnes de plus de 64 ans. Donc on parle bien de courbes démographiques, en d'autres termes, qui vont se croiser, se mélanger. Comment ça se passe concrètement? Oui, il s'agit d'optimiser un peu cette frange de la population qui est en âge de travailler. C'est la première étape, le changement de la structure. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument investir dans le développement de ce capital humain à travers l'éducation d'abord, ensuite la santé, mais également la création d'emplois qui vont permettre un peu à cette frange de la population d'apporter une contribution extraordinaire à la construction de la croissance. Alors, tout de suite, nous avons une actualité, puisque l'Union africaine, que l'UNFPA accompagne depuis 20 ans maintenant, fête cette année ses 60 ans d'existence. Vous avez d'ailleurs tout un programme de célébration, je crois, hein, j'aimerais bien que nous en ayons un petit peu la primeur, prévu à cette fin. Alors, dites-moi, pourquoi l'UNFPA accorde-t-elle autant d'importance à son partenariat avec l'Union africaine? Notre partenariat avec l'Union africaine date de plus de 2 décennies. C'est vrai que la nouvelle organisation donc, fête ses 20 ans, donc, qui coïncide avec les 60 ans depuis la création un peu de l'organisation de l'unité africaine. Notre plan stratégique met en priorité 3 choses majeures, ce que nous appelons un peu les 3 zéros. Donc le premier zéro pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun décès donc maternel. Le deuxième défi, c'est de faire en sorte qu'aucune femme donc, qui a besoin un peu d'avoir accès donc, aux services de planification familiale ne rencontre des difficultés. Et le troisième défi, c'est vraiment d'arriver à zéro violence basée sur les genres. Et comme vous le savez, c'est en Afrique quand même que nous avons les défis les plus redoutables en matière de mortalité maternelle. Et d'ailleurs, je peux ajouter que d'ailleurs, nous avons 6 bureaux régionaux à travers le monde et les 3 sont en Afrique. Et d'ailleurs, plus de la moitié de nos programmes en termes de budget, en termes de portefeuille, se trouvent également en Afrique. Donc l'Afrique est un continent parmi 5 continents, mais il concentre plus que la moitié de nos programmes. C'est également l'épicentre des grands problèmes pour lesquels l'UNFPA intervient. Tout à fait. Donc ce partenariat avec l'Union africaine, ça va au-delà simplement d'une, comment dirais-je, d'une coordination des efforts. C'est quelque chose qui vous permet véritablement d'être présent sur l'ensemble du continent, si je comprends bien. Oui, je crois d'ailleurs même au-delà du continent. Il y a de cela 10 jours, j'ai eu une excellente réunion avec l'ambassadeur du Brésil. Donc, à Addis Abeba, pour voir comment nous pouvons renforcer donc, la coopération sud-sud entre l'Afrique et le Brésil. La même chose avec l'Inde. Hein, j'ai également rencontré l'ambassadeur de l'Inde auprès de l'Union africaine et nous sommes en train de voir comment faire en sorte que l'Inde puisse accompagner davantage les pays africains, mais également l'Union africaine en tant qu'organisation, dans l'accélération un peu de la marche de l'Afrique vers la prospérité. La capture du dividende démographique, c'est un sujet crucial pour les 54 États africains, vous venez de nous le dire, compte tenu de la jeunesse de leur population. 60% des jeunes Africains ont moins de 25 ans. Mais au lieu d'être une faiblesse, cette ressource pourrait au contraire s'avérer payante d'ici à 2050, quand le nombre d'actifs sera supérieur au nombre d'inactifs. D'où ma première question.
Ce qui est en jeu ici, c'est bien l'accélération de la croissance économique pour que le continent puisse décoller d'ici à 2050 en capitalisant sur ce fameux dividende démographique. Mais pour que cette capture ne reste pas une vue de l'esprit, il y a un certain nombre de préconditions, à commencer par la baisse de la fécondité. Avez-vous bon espoir à ce stade que l'inversion des courbes entre actifs et inactifs pourra bien se produire à l'échelle du continent ? La question de la capture du dividende démographique va d'ailleurs au-delà donc des gains de croissance. Parce que si nous ratons le coche, nous allons voir un peu s'étendre à travers le continent certains phénomènes que nous voyons aujourd'hui dans la région du Sahel ou dans le bassin du lac Tchad, où un peu la demande sociale qui n'est pas satisfaite donc, est un facteur de fragilité, j'allais dire même d'instabilité. Donc je crois qu'il y a les aspects positifs que nous pouvons gagner donc, en investissant dans le dividende démographique, mais il y a également des coûts extrêmement élevés que nous risquons de payer si nous n'investissons pas suffisamment dans la jeunesse. Je vous propose maintenant d'aller à Dakar, votre ville, dans la commune de Gueltapé, Fass Colobane. L'UNFPA a été l'une des chevilles ouvrières pour la réalisation du projet Fass Émergent. C'est un reportage exclusif réalisé pour Mon Heure d'Afrique par Mamadou Dieng d'ITV au Sénégal. On regarde. Fass Émergent, ce projet innovant a traduit de façon concrète l'inclusion des populations, notamment des jeunes et des femmes, dans la commune d'arrondissement de Fass Gueltapé Colobane. Grâce à l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, cette commune, située en plein cœur de la capitale sénégalaise, a servi de test pour la mise en place de politiques publiques associées à l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi à des initiatives internationales. 5 ans après, la mairie en tire un bilan satisfaisant. Oui, très satisfait. Et d'ailleurs, je dis, pour parler de ces résultats-là, en réalité, reviendrait à répondre à la question qui consiste à dire comment expliquer l'intérêt de Fass Émergent. On retient que c'est la centralité des ODD, des objectifs de développement durable, dans ces réalisations de Fass E. Parmi les réalisations du projet Fass E, un poste de santé flambant neuf, entièrement équipé, le bureau du conseil ado pour les adolescents ou encore un guichet unique. Ce bureau sert de conseil et d'orientation en matière d'employabilité, à travers la formation et l'appui à l'entrepreneuriat, mais aussi d'accompagnement et de renforcement de capacités, afin de faciliter l'autonomisation des jeunes et des femmes de la dite commune. La mise en place d'une stratégie intégrée de développement économique et social a engendré des retombées positives pour l'émergence de cette commune qui représente Dakar en miniature. Et Fass, c'est vraiment le Sénégal en miniature, hein? Mais c'est l'un des quartiers les plus pauvres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tirer Fass du trou pour se hisser au niveau des autres. Les bonnes vont dormir à Fass. Les étudiants, ils dorment à Fass. Parce que l'université de Dakar est à 300 mètres de Fass. Pourtant, de nombreux défis demeurent pour véritablement faire reculer la pauvreté. Des défis majeurs, il faut investir dans la petite enfance. Il faut investir également pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est fondamental. En les accompagnant à mettre en place des programmes pointus pour pouvoir commercialiser ce qu'ils sont en train de produire ou comprendre l'écosystème des affaires, c'est un bon levier pour aider ces jeunes à se développer sur le plan économique. Fass E, une initiative pilote de mise en œuvre du dividende démographique qui inspire actuellement d'autres communes au Sénégal, en attendant de s'exporter dans les pays de la sous-région, voire au-delà en Afrique. Alors, une réaction à chaud ? À mon avis, en tant qu'un peu architecte de cette initiative, je suis heureux de voir que la dynamique est lancée. Au-delà des aspects physiques que nous avons vus, les questions d'infrastructure qui ont été réglées, le fait que nous avons pu amener au niveau un peu du terroir, donc les services les plus pressants dont les Fassois avaient besoin, c'est peut-être le fait que nous avons pu organiser ou faciliter la mobilisation de la
le but de FASE, c'était de faire reculer la pauvreté. Est-ce que 5 ans après, ce but est atteint? Je ne peux pas dire que le but est complètement atteint, mais je dirais que des progrès extrêmement importants sont aujourd'hui atteints. C'est d'ailleurs cette démarche partenariale qui a fait que FASE a été sélectionnée comme le meilleur exemple de partenariat au niveau des Nations Unies. Justement, l'intérêt de ce projet, tel que vous l'avez présenté, c'est que normalement, il devait faire des émules. Le reportage le dit un peu, dans d'autres communes du Sénégal, mais même au-delà. Est-ce que ça a été le cas? Il fallait tester un modèle, il fallait le développer, il fallait l'optimiser et en faire un peu comme un chemin qui peut permettre un peu d'accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité. Pour aller au-delà du Sénégal, au-delà de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et peut-être même au-delà de l'Afrique tout entière. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Et ça a été le cas. Certains pays ont commencé. Je pense notamment à la Guinée, au Mali. Ils étaient 703. Leur association, c'est 703 maires donc d'un pays voisin extrêmement intéressés à la réplication du projet FASE au Tchad, au Niger et dans les autres pays, y compris en Guinée-Bissau. La capture du dividende démographique est complexe car outre la croissance économique, elle suppose qu'un pays puisse réaliser des gains substantiels en matière de survie de l'enfant, d'éducation des filles, d'inclusion ou encore de stabilité politique, comme vous le disiez. Il y a certes les politiques publiques qui peuvent être réorientées, mais bien souvent les budgets des États africains sont limités, pour ne pas dire faméliques. Alors, comment vous y prenez-vous à l'UNFPA pour les convaincre d'investir dans des programmes qui vont leur permettre de capitaliser sur leur transition démographique, laquelle, vous le soulignez, est un passage obligé à l'atteinte des objectifs de développement? Oui. Je crois que la question des ressources est extrêmement importante. Mais je crois que la question des bonnes politiques est encore plus importante. Je dis toujours que l'argent ne fait pas le développement, mais c'est important. Et je pense qu'un indicateur, c'est de voir un peu que dans certains pays, on devait tendre vers 15% des dépenses donc, pour la santé. Et malheureusement, dans des pays comme le Mali, le président Ibeka me disait en 2019 qu'ils étaient pratiquement autour de 5%. Parce que naturellement, si vous avez des dépenses de sécurité qui dépassent 15, 20, 30%, donc vous ne pouvez pas financer convenablement l'éducation, vous ne pouvez pas financer convenablement la santé, et vous ne pouvez même pas accompagner les opérations de création d'emplois. Donc nous arrivons à une situation où vous avez une demande sociale qui augmente parce que la population a doublé. Donc je pense qu'il faut trouver le moyen pour accompagner les efforts de développement en mettant l'accent sur ces chantiers importants comme le dividende démographique, qui permettra, par exemple, à l'Afrique au sud du Sahara, donc d'avoir autour de 500 milliards de dollars par année et pendant 30 ans. Donc c'est ça les besoins. Les besoins, c'est 500 milliards de dollars. Donc 500 milliards de dollars, c'est ce que l'Afrique peut gagner chaque année, et au moins pendant 30 ans, avant la fin de l'année 2017. La plupart des pays africains avaient lancé leur feuille de route. Et je dois rendre un hommage au chef d'État africain qui avait d'ailleurs personnellement assumé un peu le leadership de ce chantier extrêmement important. Nous avons lancé un peu le Suède et je pense que depuis lors, nous sentons des transformations profondes au niveau des 6 premiers pays. Ensuite, nous avons élargi à 3 autres pays. Et au moment où je parle, nous nous apprêtons à accueillir un groupe un peu plus important de pays. Je pense que la dynamique est lancée. Et c'est intéressant parce que les premières dames, en 2018, avaient demandé à ce que, en signant un papier, en demandant à ce que ce programme qui touchait vraiment les filles, donc les femmes et les jeunes, puisse être généralisé à travers le continent. Alors justement, je vous propose maintenant d'aller au Cameroun. Ce pays a rejoint le programme Suède, ce qui lui a permis de réaliser des progrès significatifs en matière d'autonomisation des femmes et de promotion du dividende démographique. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'accès à l'éducation des jeunes filles. Le reportage que nous vous proposons a été réalisé pour Mon Heure d'Afrique par Oswald Medung de la télévision nationale du Cameroun. On regarde. Garantir un accès équitable et de qualité aux jeunes filles et jeunes garçons, voilà quelques années maintenant que le Cameroun en a fait une priorité.
grâce à la loi de 2001 qui a rendu l'accès à l'éducation gratuit pour les établissements relevant du public, ainsi qu'à la création des zones d'éducation prioritaire, les ZEP, le taux de scolarisation à l'école primaire est passé de 60 à 100% au cours des 5 dernières années. Malgré ces bons résultats, le chantier demeure, notamment au niveau du secondaire, qui enregistre un fort taux de déperdition en ce qui concerne la scolarisation des filles. Les politiques qui ont été mises sur pied pour la promotion du genre doivent simplement continuer et les différentes parties prenantes doivent être engagées. Avec l'action des partenaires au développement, beaucoup de choses ont été faites. Nous-mêmes les jeunes, nous sommes engagés dans cette action pour faire comprendre aux femmes que l'autonomisation de la femme est un socle pour avoir une famille assez solide. Entre mariage précoce et grossesse non désirée, les raisons ne manquent pas pour expliquer la plus grande déscolarisation des filles. 13% de jeunes Camerounaises sont mariées avant l'âge de 13 ans et 38% avant leurs 18 ans. Mais il n'est pas impossible de changer la donne. On s'est rapproché des populations, des communautés, des établissements scolaires et autres, histoire d'impliquer tout le monde, amener les parents à comprendre le bien fondé de la scolarisation de la personne qu'est la jeune fille. Actuellement, nous travaillons sur ce que nous appelons le projet Suède, qui est beaucoup plus axé sur la scolarisation de la jeune fille dans le Sahel, étant donné que c'est cette zone-là qui jusqu'ici traîne un peu le pas. En 2018, le Cameroun a adhéré au programme Suède pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Depuis, le pays a réalisé des progrès significatifs dans le suivi des objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 2030. La réduction du gap entre le nombre de garçons et de filles scolarisés n'est pas en reste. C'est un des objectifs qui a mieux évolué. On arrive à avoir un bon taux d'adhésion à l'école primaire, mais c'est l'âge de l'adolescence qui est la plus fragile. Les questions de lutte contre les violences, c'est un des parcours qui sont plus longs dans les progrès. Parce qu'on va encourager, on va offrir des services de qualité, on va travailler sur le changement des normes sociales, on va travailler sur la dénonciation et la répression avec tous les ministères concernés pour pouvoir vraiment offrir un paquet complet d'activités qui vont aider. Aux violences contre le genre s'est ajoutée la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Malgré tout, les chiffres en constante progression restent encourageants, preuve que le pays est sur la bonne voie. Mais ma réaction à chaud, c'est vraiment une réaction de satisfaction. De voir un peu comment nous avons accompagné le Cameroun à définir son profil de dividende démographique en 2015-2016. C'est une étape importante et pas seulement le produit qui est sorti, mais la façon dont nous avons travaillé avec les Camerounais eux-mêmes. C'est ça le développement. Donc, et je crois que c'est ce que nous faisons à travers l'Afrique et à travers le monde. Nous créons les conditions pour améliorer la situation des populations. Nous répondons donc à la demande des populations, nous les accompagnons et mieux, nous facilitons un peu l'arrivée, j'allais dire un peu massive, des autres partenaires pour accélérer un peu la marche vers le progrès. Et l'accès aux emplois formels? Oui, formel et même informel. Et au moment où je parle, je sais que donc, le secrétariat chargé de l'opérationnalisation un peu de la zone de libre-échange donc, est en train de travailler pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à ces ressources financières qui vont leur permettre un peu de monter ou même d'agrandir des entreprises existantes. Et je pense que c'est vraiment une opportunité qu'il faut saluer. L'accès au crédit pour créer leurs entreprises. Alors, maintenant, nous allons au Niger, un pays qui est cher à votre cœur, car vous y avez beaucoup œuvré pour impliquer les chefs coutumiers et religieux. Eh bien, vous avez eu raison, puisque le Niger est considéré aujourd'hui comme l'un des pays leaders dans la mise en œuvre du Suède. Et il revient de loin. Des progrès significatifs ont ainsi été enregistrés dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles, l'amélioration de l'accès aux services de santé et de planification familiale. Mais évidemment, il subsiste encore des préjugés ancestraux ainsi que des pratiques néfastes pour la santé des femmes et des filles. Le programme Spotlight, qui vient de s'achever 2019-2022, a permis au Niger de lutter contre les violences basées sur le genre. Quelles en ont été les retombées?
Je vous invite à découvrir ce reportage réalisé à Niamey pour Mon Heure d'Afrique par Moussa Moudi de la télévision Antefani. On l'écoute. Au Niger, les efforts considérables déployés pour lutter contre les violences basées sur le genre ont permis à ce pays qui vient de loin de se rapprocher des objectifs de développement durable figurant dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Avec une population estimée à 22 millions d'habitants, le Niger est un pays sahélien où les femmes ont en moyenne 6,2 enfants. De plus, 65% des filles âgées de 20 à 24 ans se marient avant l'âge de 18 ans. Lancée il y a 4 ans dans 8 pays africains, l'initiative Spotlight de l'UNFPA vise à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et filles, une manière de favoriser leur autonomie et donc la capture des dividendes démographiques. En ce qui concerne le programme Spotlight, il y a eu des changements énormes qui concernent non seulement la vie sociale des femmes et des filles, mais ces changements vont impacter à long terme sur l'économie des hommes, enfin sur l'économie du pays, mais aussi sur le bien-être de toutes les communautés, hommes et femmes. Le projet régional d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel bénéficie de l'accompagnement de l'UNFPA pour atteindre les objectifs de Spotlight. Son coordinateur évoque avec beaucoup de satisfaction les grandes avancées accomplies grâce à cette initiative. 85% de la cible a été atteinte, que ce soit au niveau des garçons et des filles. Il en est de même concernant les filles qui ont été formées, par exemple, sur les questions de l'hygiène menstruelle, les droits des femmes, quelle est l'estime de soi pour les femmes, et puis la responsabilité. Grâce à un centre d'écoute nouvellement créé à Zender, parmi les 4 dont dispose le pays, la présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales ne cache pas sa fierté. En quelques années seulement, son organisation a contribué à changer positivement la vie de plusieurs femmes et filles victimes de violences familiales et ou conjugales. En termes de résultats, nous avons enregistré 256 cas de survivantes de violences basées sur le genre. Parmi eux, il y a des femmes, des jeunes filles victimes de viols, de harcèlement sexuel, de mariage précoce et ou forcé, et des cas d'enlèvement aussi. Mais rien n'aurait été possible sans l'implication des leaders coutumiers pour lutter contre les violences basées sur le genre. Après une première phase de sensibilisation dans 300 villages des 4 régions ayant les taux de prévalence les plus élevés, les actions se sont poursuivies dans les 4 autres régions. Au total, ce sont 120 communes et 600 villages qui ont ainsi pu participer à la grande satisfaction des autorités, mais aussi des femmes et des filles concernées. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même impressionnant le nombre de villages sensibilisés aux fameuses violences basées sur le genre. Oui, je pense que c'est très satisfaisant. C'est même impressionnant. Et je sais que dans le cas du Niger, donc la chefferie traditionnelle, elle est beaucoup plus influente, elle est beaucoup plus puissante, même que les leaders religieux. Donc leur mobilisation, leur adhésion, leur leadership, leur soutien constitue, à mon avis, je pense que la réalisation la plus importante, la plus viable, la plus durable, est celle qui va transformer un peu à long terme la situation de la fille et de la femme au Niger. Oui, puis voilà. les femmes sont enfin entendues. Bon, leur parole est légitime. Nous avons d'excellentes initiatives qui sont parties du Niger, comme l'école des maris. Vous avez bien dit l'école des maris. L'école des maris, bon, qui consiste un peu donc, à avoir un peu donc, une attitude beaucoup plus positive de l'homme. Donc pour changer la vie de la femme. Et je disais d'ailleurs à Dakar l'année dernière, à l'occasion du sommet sur la masculinité positive, que la vie de la femme ne va changer que lorsque nous, les hommes, nous changerons d'attitude vis-à-vis de notre fille, de notre mère, de notre femme et de notre sœur. Et c'est également un domaine où nous travaillons donc, avec les chefs d'État et de gouvernement pour apporter un peu cette touche donc, additionnelle, en tout cas, aux transformations dont l'Afrique a tant besoin. Nous arrivons au terme de cette première partie de Mon Heure d'Afrique, mais surtout restez à l'écoute
car nous revenons avec encore plus de révélations sur ce fameux dividende démographique en seconde partie. À très vite. Mon heure d'Afrique continue avec notre invité de marque, M. Mbamenge Ngom. Il est le conseiller spécial de la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, le Dr Natalia Kanem, et dirige le bureau de l'UNFPA auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. En première partie d'émission, nous avons discuté de quelques défis majeurs que l'Afrique doit relever pour parvenir à capturer son dividende démographique, lequel fait référence, je le rappelle, à la période de croissance économique accélérée pouvant résulter d'une baisse rapide de la fécondité et de la mortalité, avec comme conséquence une augmentation de la part de la population active par rapport à la population totale. Voilà la théorie. Mais dans la pratique, comme nous l'avons vu, il y a de nombreux obstacles. Parmi tous ces défis internes, quels sont ceux, M. Mbamenge Ngom, qui vous paraissent les mieux jugulés? Il faut accélérer la transition démographique, qui est un peu, que je voudrais peut-être définir comme un peu, donc une baisse donc de la mortalité et de la fécondité. Je pense qu'il y a une baisse de la mortalité de façon générale, mais je pense que la baisse de la fécondité traîne un peu, hein, surtout en Afrique, au sud du Sahara. Au sein des pays un peu qui composent l'Afrique au sud du Sahara, je pense que la dynamique n'est pas identique. Donc, nous devons faire en sorte que les pays accélèrent un peu donc cette transition et que ces investissements qui sont indispensables pour améliorer un peu l'état du capital humain, parce que c'est important. Il faut également qu'il y ait des investissements massifs, donc dans l'éducation, dans la formation, mais également en matière de santé, mais également une amélioration un peu générale des politiques publiques. C'est pourquoi les pays africains doivent non seulement travailler pour accélérer la transition, mais ils doivent également faire face donc, à des dépenses d'éducation qui vont faire en sorte que le capital humain donc, s'améliore et qu'il puisse y avoir un peu une productivité donc additionnelle qui va tirer la croissance. Alors, de tous ces défis que nous avons examinés précédemment, lequel pour vous paraît le plus en progrès aujourd'hui sur le continent? Plus en progrès, je dirais un peu le recul de la mortalité, j'allais dire un peu néonatale, hein, infantile. Là, les progrès ont été accomplis. Je pense qu'il y a des progrès qui sont faits. En matière de mortalité maternelle, c'est le moment de lancer un appel. Nous sommes passés, par exemple, d'un taux de 676 décès pour 100 000 naissances, donc à une augmentation à 717, ce qui est quand même très grave, entre 2015 et 2022. Donc, au moment où nous assistons à une baisse accélérée dans certaines parties du monde, en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc la mortalité maternelle a augmenté. Il faut des ressources, certes, mais nous avons beaucoup plus besoin également d'une bonne coordination, d'une réplication des pratiques concluantes, que les partenaires travaillent la main dans les mains, que les pays puissent aller beaucoup plus vite, qu'ils puissent en tout cas être beaucoup plus efficaces dans ce combat de sauver la femme qui donne la vie. Tout à fait. Beau combat.
Alors, je voudrais maintenant vous présenter mon premier expert. Il dirige le département Afrique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, que vous connaissez bien. Il voudrait justement vous poser une question sur l'exemple des pays d'Asie qui ont déjà su tirer parti de leurs dividendes démographiques, pour certains depuis de nombreuses années d'ailleurs, ce qui leur a permis notamment de s'industrialiser. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Alain Antil, je suis directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. Alors concernant la question du dividende démographique, il y a beaucoup de confusion. Certains en Afrique n'ont pas hésité à dire, en parlant de l'Afrique subsaharienne, qu'une augmentation massive de la population était synonyme de dividende démographique, alors que ce concept est plus complexe et que pour arriver à un dividende démographique, certaines conditions sont requises. Alors, les questions que je voulais vous poser, c'est d'abord pourquoi certains pays asiatiques, depuis les années 70-80, comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et d'autres, ont su utiliser ou capturer le dividende démographique à leur profit, c'est-à-dire à la fois cet essor de la démographie, mais aussi les mesures qui doivent l'accompagner. Ce que n'a pas fait l'Afrique, qui présentait pourtant des niveaux de vie à peu près équivalents au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, voire aux indépendances au début des années 60. Et comment l'Afrique peut-elle s'inspirer du modèle asiatique ou des modèles asiatiques pour rattraper son retard et enfin entrer sur des trajectoires d'émergence? Je vous remercie. La question de Alain est très pertinente, hein? Mais je crois que les réalités sont différentes. Et je crois que l'expérience de l'Asie donc, est pertinente, même si en Asie, elle n'est pas homogène. Je pense que la particularité de l'Afrique, c'est un peu... nous avons des phénomènes, tels que le mariage des enfants, qui continuent à rendre un peu difficile la transformation de la pyramide d'âge. Nous avons également les multiples conflits auxquels l'Afrique fait face et qui ne favorisent pas l'accès continu au système de santé, aux services de maternité et autres. Et nous avons également d'autres facteurs qui sont un peu propres à l'Afrique, qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les pays asiatiques. Naturellement, et je pense que c'est là où je veux insister, c'est que l'espace fiscal n'est pas disponible dans des pays comme des pays du Sahel ou des pays de la région des Grands Lacs, qui font face à des situations sécuritaires qui les obligent à mettre une bonne partie de leurs ressources dans l'effort de guerre et de sécurité. Et donc, je pense que toutes choses étant égales par ailleurs, c'est peut-être une coopération internationale, donc une solidarité internationale beaucoup plus, j'allais dire, militante, qui peut donc accélérer un peu la capture du dividende démographique. Et le dernier point, c'est que la démarche partenariale n'a pas toujours été la meilleure, ce qui fait que on trouve un nombre impressionnant de petites opérations, de petite envergure. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore dans cette émission, c'est celui de l'investissement dans le planning familial. Peut-être que c'est une des clés, justement, de la capture de ce dividende démographique. Oui, moi je crois que c'est un passage obligé. Donc que la femme puisse avoir accès au service de planification familiale qui lui permet un peu de décider quand elle veut un enfant et quand elle ne veut pas. C'est fondamental. Et à UNFPA, nous insistons un peu pour que ce choix puisse se faire en toute liberté. Nous ne voulons pas interférer à ce niveau et nous pensons que c'est une question de droit, donc de choix
pour lesquels nous ne voulons pas intervenir. Mais cela dit, il faut reconnaître que la décision de faire un enfant donc, a une conséquence donc, énorme sur les politiques publiques. La décision de faire un enfant est une décision privée, mais nous devons rappeler que les finances publiques des pays et même les aides des partenaires au développement ne permettent pas un peu de construire donc, ces milliers de salles de classe, ces milliers de lits d'hôpitaux, ces espaces, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un juste milieu. Et le chiffre que je donne souvent, c'est que 55% des enfants de 6 à 14 ans dans la région du Sahel central ne vont pas à l'école. 55%. Vous voyez donc ce que cela signifie pour la construction de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Nous allons maintenant parler des défis externes qui menacent l'Afrique. Ils sont également très nombreux. Mon deuxième expert dirige le Club du Sahel pour l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. On l'écoute. Bonjour Monsieur de Gomme, ravi de participer à cette émission à vos côtés, même virtuellement. Mon nom est Laurent Bossard, je suis le directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE. Et pour ce qui concerne la population, nous disons jeudi avec force que ce qui se passe en Afrique tropicale, en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, est sans équivalent dans l'histoire humaine. La région aura mis finalement 35 ans pour doubler sa population, et pour faire la même chose, l'Europe, entre le 18e et le 19e siècle, aura mis 2 siècles, et l'Asie aura mis 70 ans. Donc c'est un phénomène d'une extraordinaire puissance qui génère un très grand nombre de déséquilibres. Et ces déséquilibres sont exacerbés par des déséquilibres exogènes, comme le changement climatique, comme les pandémies diverses et variées, comme les crises économiques, comme la guerre en Ukraine, etc. Et au fond, je pense que l'histoire retiendra que l'Afrique tropicale aura été la seule région du monde à devoir affronter en même temps, simultanément, sa transition démographique, son insertion dans l'économie mondiale, sa transition climatique. En outre, elle ne pourra recourir, comme l'ont fait toutes les autres régions du monde, à l'émigration massive pour soulager sa croissance démographique. L'Europe l'a fait, l'Asie l'a fait. Donc les défis sont endogènes et compliqués, exogènes et imprévisibles. Ils sont immenses et l'Afrique doit les affronter avec très très peu de moyens financiers. Très très peu. Au fond, l'Afrique est dans la mondialisation des problèmes, mais pas assez dans la mondialisation des solutions. Par exemple, elle n'a pas accès ou très très peu au financement climatique qui approche pourtant les 100 milliards de dollars par an. Alors voilà, j'ai 2 questions à vous soumettre, si vous le permettez. La première, c'est comment mobiliser beaucoup plus de ressources et d'initiatives endogènes, sachant que la plupart des États sont et resteront pauvres. Et la deuxième question, c'est comment faire entrer l'Afrique dans la mondialisation des solutions, en particulier, lui donner accès aux ressources financières internationales. Je vous remercie. Bon, je dirais que Laurent a touché du doigt un peu 2 questions d'importance capitale. D'abord, il a parlé un peu des défis redoutables auxquels l'Afrique est en train de faire face. Le changement climatique, donc le croît démographique, mais également certains chocs exogènes, donc comme les pandémies ou même donc les conséquences un peu de certaines difficultés géopolitiques, j'allais dire, donc avec la crise donc en Ukraine, qui fait d'ailleurs qu'on le veuille ou pas, les problèmes de l'Afrique sont de moins en moins importants. Je pense qu'il faut l'accepter. Et pendant la période de la Covid, on a également senti que la solidarité internationale faisait défaut.
Donc je crois que ça rend un peu la situation de l'Afrique encore beaucoup plus difficile. La deuxième chose, je pense, dont il a fait état, c'est un peu la promesse de 100 milliards de dollars. Donc pour le climat, les promesses ne sont pas toujours au rendez-vous. Si la communauté internationale accompagne l'Afrique dans son choix, dans sa volonté de capturer des dividendes démographiques, mais nous pouvons avoir chaque année plus que l'enveloppe totale des DTS. Et encore, si vous ajoutez un peu les droits de tirage spéciaux donc sur les 3, 4 ans ou 5 ans, et vous ajoutez les 100 milliards par année, mais c'est un infiniment petit devant ce que l'Afrique peut tirer en investissant dans le dividende démographique. Encore une fois, je parle d'une manne financière que j'estimais, il y a de cela 8-10 ans, à 500 milliards par année sur 30 années. Oui, mais ça ne peut être que des retombées d'investissements initiaux. Oui, mais il faut bien les amorcer, ces investissements. Mais il faut les amorcer, et je dois saluer un peu notre partenariat avec la Banque mondiale pour accompagner les pays du Suède. Et je pense que sur les 6-7 ans du Suède, nous avons mobilisé à peine peut-être 1 milliard de dollars. Donc vous imaginez donc les transformations qui sont en cours. Si, par exemple, on avait investi 20, 50 ou 100 milliards de dollars dans la capture du dividende démographique, certainement, aujourd'hui, l'Afrique aurait pu se passer. Donc, des DTS et peut-être même des investissements pour le climat. Ce qui se passe en Afrique va affecter nos premiers voisins, l'Europe. Je pense que c'est inéluctable. Et après l'Europe, ça affectera les autres. Donc, je pense que nous sommes embarqués dans une même société, dans une même marche vers la prospérité pour tous. Et je ne pense pas que nous puissions avoir un monde prospère tant qu'il y aura une Afrique qui n'est pas prospère. Afrique qui n'est pas prospère. À ce propos, justement, vous rejoignez ce que préconise Laurent Bossard, c'est-à-dire une mondialisation des solutions. Et j'ai relevé pour ma part, je salue aussi, vous tombez dans l'oreille, la fameuse soupape de l'immigration que l'on refuse également à l'Afrique. Cette mondialisation des solutions, vous l'envisageriez comment, vous? Bon, je pense qu'il faut qu'on apprécie un peu les aspects positifs, mais il y a également des défis. Parce que, à ce que je sache, l'immigration donc a contribué à améliorer un peu donc la situation de l'emploi donc dans certains secteurs précis, mais pas sur toute la ligne. Je parlais tout à l'heure des 55% des jeunes du Sahel qui ne vont pas à l'école, mais ils ne peuvent pas tirer profit un peu de cette forme d'immigration. Et peut-être, je pense que c'est complexe. Est-ce qu'il faut encourager donc, les quelques cerveaux que nous avons au niveau de l'Afrique donc, à sortir, à renforcer un peu le désert des connaissances et ne laisser que peut-être les 55% donc, qui ne peuvent pas profiter de ça, diriger l'Afrique? Je pense que ce n'est pas l'esprit de l'Afrique que nous voulons. Il faut faire en sorte que la migration donc, puisse avoir un peu des effets bénéfiques. Il y a du travail à faire, il y a des réflexions à faire. Parmi les défis externes les plus prégnants en Afrique, vous y avez fait allusion à plusieurs reprises, il y a bien sûr l'insécurité due au conflit armé. L'un des indicateurs pour mesurer les retombées du dividende démographique en termes d'amélioration de la gouvernance est d'ailleurs l'absence de conflit pendant 5 ans. Je vous propose un témoignage sur l'activité du ONG que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Plan International. Elle œuvre, comme l'UNFPA, pour l'inclusion des filles, notamment dans une région qui est très à risque aujourd'hui, puisqu'il s'agit du lac Tchad. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Diane Richard, je travaille pour l'ONG Plan International France, qui est une organisation engagée pour les droits des enfants et l'égalité filles-garçons. Comme vous le savez, Plan International agit dans la région du lac Tchad, car dans le contexte de crise de la région, les filles et les femmes sont confrontées à des violences sexistes et sexuelles incessantes, notamment des enlèvements et des mariages forcés. Plan International apporte une aide humanitaire d'urgence, ainsi également qu'une aide sur le long terme, centrée sur la protection de l'enfance et l'émancipation des filles. Le travail de Plan International dans la région du lac Tchad touchera finalement plus de 350 000 personnes à travers 3 pays dans les années à venir.
Alors voilà un témoignage intéressant parce que l'activité humanitaire en temps de crise, c'est compliqué. Donc expliquez-nous comment les pays africains comptent s'organiser quant à eux pour lutter contre ce fléau. Et je ne pense pas révéler de secret, mais on vous sait très impliqué dans la nouvelle agence humanitaire que l'Union africaine a décidé de mettre en place. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, d'abord, remercier nos collègues de Plan International donc, pour ce qu'ils sont en train de faire. Donc, dans une région difficile, une région affectée par les crises, où la question un peu de l'accès aux services de base, donc sont l'éducation, la santé, la protection, font partie des actions prioritaires. Je pense qu'il faut que nos collègues sur le terrain travaillent davantage ensemble pour assurer un peu la complémentarité, donc, et peut-être même les synergies qui sont indispensables. Donc, en ce qui concerne un peu les actions en cours donc, au niveau de l'Union africaine, notamment la mise en place de l'agence humanitaire africaine, je dois dire que les progrès sont bons. Donc, depuis Kampala, je pense en 2009, donc en passant par le sommet de Malabo de l'année dernière, donc je pense que c'était le 27 mai de l'année dernière, où nous avons assisté à un élan extraordinaire, où les plus hautes autorités africaines sont mobilisées et ils ont dégagé environ 176 millions de dollars donc pour démarrer les opérations de l'agence. Et je pense que c'est un élan salutaire, un élan noble, même si les ressources mobilisées sont très loin vraiment de s'approcher un peu du montant minimum dont nous avons besoin pour éteindre tous les foyers de tension que nous avons en Afrique. En réalité, 75% de l'action humanitaire globale se déroule en Afrique. Absolument. 75%. Je trouve aussi que le budget est très petit. Et malheureusement, sur ces 174 millions de dollars, moins de 1% donc, sont effectivement dans les comptes bancaires de l'Union africaine. Donc je pense que c'est un défi énorme. D'abord, il y a des risques donc, de retarder davantage la mise en place de l'agence. Il y a des risques en ce qui concerne la mobilisation des autres acteurs qui étaient hésitants à Malabo. Mais je dois saluer également la détermination des Africains qui sont partis à la conférence d'Istanbul de 2016. Les Africains ont quand même marqué un peu le leadership en venant avec une position commune qui définit un peu leur vision. Et cette vision qui est derrière la mise en place un peu de l'agence, et maintenant qu'il faut parachever, il faut donc traduire ces décisions politiques, ce rêve d'avoir une agence qui aura deux rôles. Le premier, c'est de renforcer la coordination de l'action humanitaire en Afrique. Et le deuxième rôle, c'est de renforcer l'efficacité de l'action humanitaire. Nous savons que des travaux indépendants montrent que chaque jour, l'Afrique perd autour de 1000 personnes à travers les crises. Donc, il ne s'agit pas vraiment de chantiers fantaisistes, mais il s'agit de sauver des vies humaines. Et je crois qu'à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans de l'organisation continentale, le plus beau cadeau que nous pouvons donner à l'Afrique, c'est vraiment d'accélérer la mise en place de cette agence. Eh bien, nous souhaitons bon vent à cette agence parce qu'en effet, elle aura du pain sur la planche, c'est certain. Mais beaucoup de choses à faire. Oui, absolument. Nous voilà maintenant arrivés au terme de cette émission et évidemment, nous allons finir avec la question qui fâche de notre rubrique du piment sur la tiéké, la version africaine du poil à gratter. L'Afrique est-elle trop ou pas assez peuplée ? Alors on a trop souvent la vision vue d'Occident des bidonvilles surpeuplées des grandes métropoles africaines et peut-être pas assez celle des immensités rurales où la population nomade ou semi-nomade est très dispersée. Au fond, c'est peut-être cela le plus grand défi de la capture du dividende démographique en Afrique, faire en sorte que malgré les disparités de peuplement, tout un chacun puisse bénéficier des politiques publiques les plus adaptées à ses besoins.
Alors, est-ce que ce rêve vous paraît réalisable aujourd'hui? Bon, je dirais d'abord que ce rêve est réalisable. Ça dépend de là où nous mettons les ressources disponibles. Je pense que ça dépend également de l'état de la solidarité internationale. Ça dépend également des choix. C'est une question de choix. Donc, je continue à penser que ce rêve est réalisable et d'ailleurs qu'il est peut-être réalisable dans un avenir pas trop lointain. Le nombre de crises augmente, le nombre de personnes affectées augmente. L'argent que nous mettons pour régler ces crises augmente. Les gaps de financement donc, augmentent. Donc, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Les Africains ne peuvent pas le faire seuls, malgré leur bonne volonté. Il faut un accompagnement conséquent de la communauté internationale. Cette solidarité internationale est indispensable pour l'avenir de l'humanité. Alors, sur ces bonnes paroles, cher monsieur Mavengingom, merci d'avoir été l'invité de Mon Heure d'Afrique. Merci. Merci.